La suite des propositions pour les pièces manquantes pour l'application des conclusions sur les MTD. La première question que je propose de regarder maintenant, c'est celle sur les NOC, HOT-NOC et OT. Donc, premier problème, identification des situations HOT-NOC. Comme on l'a dit à la fin de la session sur ce sujet, la proposition est d'utiliser les informations qu'ils ont données dans l'IED, le guide d'élaboration, d'utiliser les mêmes règles que le IPPCB, de définir la fin du démarrage à l'atteinte de l'état stable et d'utiliser les informations du contrôle de commande pour automatiquement identifier les HOT-NOC, comme ça a été présenté par Lionel tout à l'heure, avec l'utilisation de l'annexe 2C du guide pour l'application préparé par la profession. Et pour les moyennes journalières en NOC et leur calcul, utiliser les mêmes règles que le IPPCB. Donc, je rappelle les HOT-NOC qui sont cités dans l'IED. C'est une diapo que nous avons déjà vue dans la session sur les NOC, HOT-NOC. Donc, la première chose, c'est d'y voir clair sur les périodes de démarrage et d'arrêt. D'abord, le démarrage dans lequel nous distinguons deux phases. La phase 1 qui commence quand le brûleur démarre et qui s'arrête lorsque on introduit les déchets dans le foyer. Cette première phase est HOT-NOC, mais elle est aussi exclue de la période Relevant DOT, c'est-à-dire qu'aucune VLE ne doit être satisfaite selon la réglementation pendant cette période. La deuxième phase de démarrage commence à la fin de la première et s'arrête lorsqu'on atteint une situation stable, qu'on peut identifier par différents critères, notamment que la grille est entièrement couverte de déchets, ensuite que la condition est arrivée dans un état stable et que les caractéristiques vapeur sont atteintes. Pour ça, plus précisément, on peut soit de manière assez pragmatique considérer le délai qui s'est écoulé après l'introduction des déchets. Par exemple, au bout d'une heure et demie, on dit qu'on est arrivé à la fin de la période de démarrage. Ou alors, on peut s'appuyer sur les concentrations en oxygène et sur la production de vapeur. Par exemple, si on arrive à la concentration d'oxygène nominale et si la production de vapeur est arrivée à 80% du nominal si la ligne doit fonctionner à charge partielle et 100% si on doit aller à une charge nominale. La ligne, en fait, n'est pas véritablement en état stable avant d'avoir atteint cette marche nominale. Donc, les critères sont là pour définir celle-ci. Pour l'arrêt, on va avoir également une phase 1 et une phase 2. La phase 1 commence lorsque la ligne d'incinération n'est plus alimentée en déchets et elle s'arrête alors qu'il n'y a plus combustion de déchets dans le foyer. En pratique, cette période peut être définie soit à nouveau par approche pragmatique sur une base de temps, par exemple 1h30, ou sinon quand l'énergie de la vapeur ou de l'eau surchauffée produite est égale à l'énergie apportée par les brûleurs plus ou moins 10%, ou encore sur la base de la teneur en oxygène dans les gaz bruts sortis chaudière lorsque on a par exemple une teneur de 13% comme ça se fait aux Pays-Bas, de 15% comme on fait en France ou de 16% comme on fait en Allemagne. L'arrêt phase 2 commence à la fin de la phase 1 et c'est le moment où le brûleur de soutien peut être arrêté. En pratique, il fonctionne encore un peu plus souvent. Et on dira que cette phase s'arrête lorsque on a atteint, par exemple, une température de 40 degrés dans le foyer et que la teneur en oxygène est proche de la teneur atmosphérique, c'est-à-dire, par exemple, qu'on arrive à environ 20%. Alors, un point intéressant à étudier, c'est le cas de l'arrêt non programmé, le cas d'un trip, par exemple, où la ligne se retrouve en HOT-NOC immédiatement, puisque plus souvent, elle le sera du fait de la cause de cet arrêt instantané. Donc la conformité dans ce cas-là n'est pas requise avec les VLE qui sont dérivés des BATAL. Autre point d'intérêt, car non clarifié dans les conclusions BAT, c'est la façon de calculer les moyennes sur les mesures en continu. Alors, soyons bien clairs, il va falloir calculer deux moyennes journalières. Une pour vérifier que l'on respecte les VLE qui sont donnés dans l'annexe 6 et une autre pour vérifier que l'on respecte les VLE qui sont dérivés des BATAL.
Comment calculer les moyennes en note NOC dans le cas, bien sûr, de la moyenne en NOC pour la vérification de la conformité avec les VLE dérivés des BATL. Premièrement, on va supprimer les valeurs qui ont été obtenues en note NOC. Les valeurs qu'on appelle dans la norme en projet sur le DHS, qui est actuellement en situation de vote au SEN et qui donc devrait être validé dans l'année, on applique ça sur ce qu'on appelle le first level data, c'est-à-dire dans notre cas, la plupart du temps, ce sont les moyennes minutes. Donc, on propose de faire une filtration fondée sur l'approche de l'EIVPCB, d'Elifine, la combinaison de filtres, c'est-à-dire qu'elle retire tous les autres NOC qui sont indiqués comme exemple dans l'IED et dans le guide d'établissement des brefs. Ensuite, on calcule la moyenne demi-heure en NOC. Alors là, bien que ça soit non précisé, on peut le faire soit en moyenne bloquée, soit en moyenne glissante. On verra page suivante qu'il est préférable de le faire en moyenne bloquée. On note les moyennes demi-heure s'il y a moins de 20 minutes qui ont eu lieu en NOC, et avec la règle des 2 tiers qui provient de cette nouvelle norme apparaître dans l'année. Ensuite, on calcule la moyenne des minutes qui restent sur cette demi-heure. Donc si on a retenu 23 minutes, on fait la moyenne sur 23 minutes sans les pondérer. On standardise ça PTO2, H2O. On soustrait l'incertitude pour obtenir ce que la norme qualifie de VSTA, Validated Short Term Average. Et à partir de ça, on va calculer une moyenne journalière en NOC, des moyennes arithmétiques des VSTA, sans pondérer pour les demi-heures qui ne comportent pas véritablement 30 minutes, et on s'assure qu'on en a au moins 6 heures par jour. C'est-à-dire que si on a moins de 6 heures par jour, la journée ne va pas compter. Et ensuite, si on a des demi-heures qui sont basées sur moins de 30 minutes, on vérifiera tout de même qu'on a 6 heures. Ceci dit, la norme dit au moins 6 heures par jour, et donc si on veut être cohérent avec la façon dont les filtres ont été calculés par le VPCB et appliqués, on notera les jours si on a moins de 43 valeurs de demi-heure validées en NOC, c'est-à-dire si on en a plus de 5 demi-heures qui ont lieu en NOC. Ensuite, on fait la comparaison avec la plage BATL et les VLE, et donc, comme je le disais tout à l'heure, en parallèle de ça, il va quand même falloir vérifier la conformité avec les VLE de l'annexe 6 de l'IED en R et OT. Je reviens sur la question des moyennes glissantes ou des moyennes bloquées. Le projet de normes sur les DHS déjà évoqué explique comment calculer ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails qui sont exposés dans ce tableau. Simplement, je voudrais faire remarquer que si on fait des moyennes glissantes, on ne va pas avoir une moyenne demi-heure par demi-heure, mais 30, et on ne va pas avoir une moyenne jour par jour, mais 48. Et que donc, on multiplie le nombre de moyennes jours, ce qui entraîne finalement un risque accru de dépassement par rapport à la situation où on prend en compte des moyennes bloquées, où on a une seule moyenne jour par jour en NOC. La règle des 2 tiers est explicitée dans ce schéma qui provient du projet de norme sur les DHS. On voit que la première question qu'on se pose, c'est est-ce que la ligne était en conditions normales de fonctionnement dure au moins 20 minutes pendant la demi-heure? Si oui, est-ce que les données qui sont valides en NOC sont au nombre au moins de 20 sur les 30 minutes de la demi-heure? Si oui, il y a ces 2 conditions, donc 2 conditions de validité. La validité en termes de reportabilité, donc le fait qu'on soit bien en NOC, validité en termes de monitoring, c'est-à-dire que les données soient valides d'un point de vue mesurage, alors on va pouvoir prendre en compte ces valeurs pour calculer la valeur demi-heure. Donc ce problème, avec le nouveau projet de norme, devrait pouvoir être résolu, ce problème de calcul des valeurs journalières en NOC. Sur cette diapo, nous avons reproduit une liste
des situations OCNOC qui ont été identifiées pour le moment dans le cadre du traitement des eaux. En fait, on ne s'est pas beaucoup occupé jusqu'à présent de cela. Et une première liste a été mise dans le guide explicatif pour l'application des conclusions MTD qui est reproduite ici et sur laquelle nous vous invitons, si vous avez une installation à traitement humide, à apporter votre contribution puisque le guide n'est pas encore finalisé et sujet à amélioration sur les remarques des utilisateurs. Les autres points importants relatifs au respect des VLE basés sur les BATAL, on l'a déjà dit, mais il faut le répéter encore et encore, pas de VLE basés sur les BATAL pour les moyennes demi-heures, puisqu'il n'y en a pas dans le nouveau bref et dans ces conclusions MTD, et que, on l'a déjà dit, l'ancien bref n'est plus applicable sous l'IED. L'échantillonnage à long terme, donc là, en France, on le fait habituellement en R et OT pour les dioxines et les furanes. Comme les BATAL sont définis en NOC, on a une petite incompatibilité. Ceci dit, il est prévu qu'on puisse être dispensé de mesurer les PCD, PCDF et les dioxines et les PCB dioxine-like si les valeurs sont suffisamment basses. Et donc, on pourrait utiliser cette possibilité de dérogation pour ne pas devoir mesurer dioxine et furane et PCB dioxine-like en NOC, puisqu'on le fait pour les dioxines et les furanes en R et OT. Et pour les PCB dioxine-like, on pourrait envisager d'utiliser cette dérogation si on s'aperçoit effectivement, comme prévu dans les conclusions MTD, que les teneurs sont très très basses après avoir fait plusieurs mesures. La valeur fixée dans les conclusions MTD, c'est de 0,01 nanogramme. Enfin, un point qu'il faut se remémorer, c'est que pour le mercure, c'est le seul polluant pour lequel la conclusion MTD propose une valeur indicative de valeur demi-heure. En effet, il n'y a pas de VLE pour le mercure en continu dans l'annexe 6 de l'IED. Et cette valeur, qui n'est pas une BATAL, mais qui est seulement indicative, pourrait servir éventuellement à faire une sorte de benchmarking. Dans ce cas-là, toujours garder à l'esprit tout de même que le filtre qui a été appliqué par le IPPCB sur les valeurs de vigueur est un filtre dans lequel, après avoir enlevé toutes les autres NOC, ils ont en plus enlevé toutes les valeurs de vigueur, les 60 valeurs de vigueur maximum, au motif qu'elles étaient plus élevées que les autres et donc considérées comme ce qu'ils appellent des points anormaux, les outliers. Donc si on devait faire ça, nous recommandons de pratiquer de la même manière et d'enlever, après avoir enlevé tous les points en NOC, tous les 60 points les plus hauts. Alors, un point important aussi, c'est que les conclusions MTD requièrent de faire un plan de management sur les autres NOC. La conclusion MTD 18 et la conclusion MTD 5 traitent de cette question. On ne va pas rentrer dans les détails. Simplement, nous avons l'obligation de suivre ce qui se passe pendant les conditions OTNOC et d'essayer de mettre fin à ces situations. Donc, on doit étudier notamment les émissions pendant cette période. Alors, à ce propos, pour les mesures en continu, on peut le faire relativement facilement puisque les données sont enregistrées en continu. Donc, on regarde après coup ce qui s'est passé pendant l'OTNOC. Par contre, évidemment, c'est extrêmement compliqué, hormis pour le démarrage et l'arrêt, à faire sur les mesures en périodique. Il y a toutefois deux problèmes avec ces périodes d'OTNOC, c'est que les débits étant extrêmement faibles, on risque d'avoir des valeurs qui ne sont pas très significatives, en particulier si les débits tombent en dessous des gammes des appareils. Un autre problème qui a été identifié, c'est la correction en O2 qui peut fausser largement le résultat. Je vous montre dans le graphe suivant des résultats que nous avons obtenus dans le cadre de l'étude que fait le SVDU sur les mesures de mercure lors d'un incident avec arrêt non programmé. Comme vous voyez sur le graphe, sur les deux graphes d'ailleurs, puisque celui du bas est un agrandissement de celui du haut, vous avez en bleu le mercure avec correction de O2 et en rouge le même sans la correction de O2.
On voit que pendant les journées, comme la teneur en oxygène dans cette installation est proche de 11%, on a deux valeurs rouge et bleu qui se suivent très très près. Et puis au moment où on a l'arrêt imprévu, d'un seul coup, elles se séparent et la teneur corrigée avec la valeur en O2 est à peu près 10 fois la valeur qu'on a en mercure non corrigé. Pourquoi? Parce que tout simplement l'oxygène passe rapidement à 20-21% et de ce fait la correction donne un chiffre sensiblement plus élevé. Alors sur ce schéma, on voit l'enregistrement de l'oxygène, on voit c'est en rouge, on voit qu'il monte effectivement très vite à 20-21% et ça correspond au pic de mercure. Le même phénomène se produit lors du redémarrage. On voit là qu'après une période où il n'y avait pas de mercure repéré par l'analyseur en rouge, il y a une apparence de mercure en valeur corrigée en bleu, et surtout au démarrage, on voit que le signal est multiplié cette fois par un facteur 4. Donc, recommandation, quand on regarde les valeurs Hotnock, surtout regardez les valeurs brutes et pas les valeurs corrigées avec les 11% de O2. Un autre point extrêmement important dans le cadre des incertitudes, c'est la soustraction de l'intervalle de confiance à 95%. Le IPCB a clairement écrit qu'il n'y avait pas d'informations disponibles sur les intervalles de confiance à 95% pour les VLE jour inférieurs à celles qu'on trouve dans l'IED annexe 6. Et comme l'a fait remarquer l'INERIS dans son étude, les valeurs qui sont données en annexe 6 sont en fait des incertitudes absolues. Elles sont données comme pourcentage de VLE jour qui sont des valeurs fixes. Et l'INERIS a montré dans son étude donc les incertitudes relatives qui deviennent extrêmement élevées lorsque les concentrations diminuent sont au contraire des incertitudes absolues qui sont presque constantes aux basses concentrations. Donc il n'y a pratiquement pas de possibilité d'utiliser les valeurs relatives lorsque les concentrations sont très basses. Donc les solutions qui sont possibles sont celles qui sont évoquées dans certains comités nationaux de standardisation. La première idée est de définir un seuil de concentration minimum, par exemple le jour de l'IED, en dessous duquel l'incertitude n'est plus considérée comme relative, mais est constante. Et on va avoir donc, si on prend par exemple le HCl, dont la valeur jour est de 10 mg, le jour est de 10 mg, avec une incertitude de 40%, on va avoir une valeur fixe de 4 mg par mètre cube. Pour le problème, par contre, être moins facile à résoudre pour les substances qui n'ont pas d'intervalle de confiance 95% selon l'IED annexe 6. Et là, notre recommandation est de s'appuyer sur les réglementations nationales. Pour le mercure, l'Allemagne propose une incertitude de 40% à la valeur jour de 30 microgrammes, ce qui fait en valeur absolue 12 microgrammes par mètre cube. Et pour l'ammoniac, la France propose 40% à 30 mg, ce qui fait en valeur absolue 12 mg par normal mètre cube. Donc dans le tableau que vous voyez là, on fait des propositions d'utiliser pour des VLE inférieures à celles qui sont données dans l'IED, ces valeurs en valeur absolue. Pour celles qui sont données dans l'annexe 6, on les voit dans la partie haute du tableau, la valeur absolue a été calculée pour chacune, et pour le mercure et l'ammoniac, on a les valeurs que je viens d'indiquer à propos de la diapo précédente. 12 microgrammes par normal mètre cube pour le mercure et 12 mg par normal mètre cube pour l'ammoniac. Alors les VLE périodiques, elles, ne sont pas sujettes à soustraction pour le moment des incertitudes. Ce que nous proposons, c'est de les rapporter avec les incertitudes qui sont données par le CEN. Donc je vous remontre les deux diapos qu'on a déjà vus précédemment, dans lesquels vous avez les niveaux d'incertitude élevés qui ont été trouvés par le CEN pour les métaux et pour les dioxydes. Il est bon, quand on donne les valeurs, de rappeler la précision des appareils qui permettent de mesurer ces valeurs.